Alors, bonjour à tous et à toutes, et bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, petit changement de décor, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle émission, Samantha et Jean-Christophe qui m'accueillent. Voilà, j'avais quelques petites inquiétudes sur le matériel et la connexion, donc merci à eux. Au programme du jour, donc 2 parties. Première partie consacrée au cinéma et à la poésie. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Marié. Ensuite, nous aurons la chronique de Catherine Serre, Entremets, comme tous les 15 jours. Et enfin, on partira en voyage au Luxembourg avec Florent Toniello et Jean Portante. Et je remercie infiniment Florent Toniello qui est une rencontre vraiment particulière. Je suis très très contente de le connaître et je le remercie pour tous les partages qu'il peut faire. Alors cette émission, elle résonne un petit peu différemment que les fois précédentes. Il y a une petite un petit lien avec l'enfance. La voix de Nicolas Marié, j'ai d'abord rencontré Nicolas Marié avec sa voix, et notamment sur les dessins animés. Je reconnais, et puis petit à petit, on met un nom sur une voix, et puis ensuite une silhouette sur une voix, et on découvre tout un parcours. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Nicolas Marié. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ma foi, oui, très bien. Donc, merci infiniment de nous donner de votre temps en ce dimanche matin. Alors, j'avais envie de faire une petite présentation tout d'abord rapide du cinéma et de la poésie. C'est une notion qui est un peu difficile à définir. Quand j'ai fait quelques petites recherches, c'est un sujet quand même qui est un peu complexe. L'idée, c'est de raccrocher, par exemple, 2 films dans lesquels vous avez joué, Adieu les cons et Micmac, où je trouve qu'on est bien sur un axe de poésie. C'est pas le seul, mais on y viendra peut-être un peu plus tard. Et simplement, voilà, quelques éléments de présentation pour ceux qui nous rejoignent. Donc, vous êtes comédien, vous êtes doubleur, metteur en scène, vous avez écrit également pour le théâtre. Vous êtes né, sauf erreur, le 22 février, l'année m'échappe complètement, là, maintenant, tout de suite, à Versailles. Ouais. Et vous venez d'une grande famille de résistants. Moi, j'ai découvert en préparant l'émission le livre de votre tante, qui s'intitule Résistante, qui est un livre à témoignage qui est assez incroyable. Votre tante fait partie des 6 femmes qui ont reçu une distinction après la guerre 39-45. 6, c'est peu. Et on a aussi quelques éléments, enfin beaucoup d'ailleurs, sur les actions de votre famille pendant la résistance. C'est assez incroyable. Vos grands-parents, votre père, votre tante, qui ont résisté donc pendant la guerre 39-45. Et donc, j'avais une première question à vous poser. Comment on vit son enfance et avec ce patrimoine-là, qui est un patrimoine assez conséquent Dans l'enfance, ça ne revient jamais dans l'enfance, parce qu'en fait, la famille n'en parlait jamais. Comme ils sont allés dans les camps de concentration, les grands-parents et la tantine, c'est un sujet qui n'était jamais abordé. Donc dans l'enfance, non. En revanche, à partir de 13, 14, 15 ans, je me rendais compte que mon père regardait beaucoup de films qui avaient un lien avec la résistance. Alors évidemment, les questions ont commencé à être formulées, et c'est à partir de ce moment-là que la famille a commencé à savoir ce qui s'était passé. Mais alors qu'avant, ils ne voulaient pas en parler. Ils ne voulaient pas en parler parce que quand ils en parlaient, les gens ne les croyaient pas. Alors, je ne veux pas parler trop de ça, mais non, mais je veux dire sur l'histoire des camps de concentration, etc. Mais pour la résistance, bien évidemment, c'est quelque chose qui marque la famille, qui m'a marqué moi en tant que môme, et qui est quelque chose qui est là, présent en permanence, et qui dans la vie aussi me guide moi, guide mes frères, guide ma famille en permanence. Résistante, c'est effectivement le titre du livre qu'a écrit la tantine. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui est là, présent en chacun de nous.
grâce à eux. Oui, il est question, elle parle souvent aussi du théâtre du soutien qui a été la littérature, par exemple, de pièces et de lectures qu'elle faisait. Elle cite pas mal de poésie d'ailleurs dans le livre. Je lirai un petit extrait pour faire la transition, il y a un poème d'une luxembourgeoise. Et après, moi, j'avais deux petits livres, en fait, qui, je pense, peuvent peut-être vous intéresser. C'est On a besoin d'un fantôme d'Anoush Aschenberg. C'est un jeune garçon qui était dans un baraquement j'ai oublié le nom du camp, c'est terrible. À Térésine. Ouais, bah ouais. Et ce livre-là, qui est sur Théâtre de l'extrême, c'est Claire Auduit qui écrit ce livre-là sur le théâtre concentrationnaire. Ce que j'ignorais, voilà, qui est vraiment un excellent livre. Ouais, la culture avait été un soutien énorme pour toutes ces femmes et pour les hommes aussi. Mais là, en l'occurrence, c'était un camp de femmes. Elle était avec la tantine, et ma grand-mère, avec Germaine Tillon, avec De Gaulle-Antonios. Et entre autres, Germaine Tillon avait écrit un opéra là-bas, une comédie opéra, et qui avait été rejouée par des enfants de l'Est, là-bas, de Strasbourg, je crois. Et ça avait été un moment extrêmement émouvant. C'était, je crois, pour le 70e anniversaire de la libération de Ravensbrück. Mais encore une fois, c'était la solidarité entre ces femmes et les échanges culturels, entre guillemets, qu'elles pouvaient avoir, qui leur ont permis de traverser cette période qu'on va qualifier de difficile. Elle écrit, il y a plein de passages vraiment poignants, mais il y a une phrase qui m'a retenue: rire, c'est résister. Ouais. Et je trouve que c'est, voilà, c'est... Je voulais juste une petite histoire, en fait. En 14-18, mon grand-père avait été un des premiers prisonniers de la guerre 14-18. Et quand il est rentré, en 19, la maison avait été rasée. Ils habitaient à l'Est et la maison avait été rasée. Il n'y avait plus rien. Donc en 39, enfin en 40, en 39, en 40, quand il y a eu l'exode, l'invasion, machin, etc., pour eux, c'était évident. Ils revenaient. Donc, on ne pouvait que résister, c'était impossible autrement. On recommençait, c'était la même histoire qui recommençait. Je parle de ça sur les choix que ces gens-là ont fait, de rentrer immédiatement dans la résistance. Ils n'ont pas attendu 41, 42, 43. Dès 40, ils sont rentrés dans la résistance. Non, c'est ce qu'elle raconte en fait très rapidement, où voilà, avec le pseudonyme qu'elle avait. Moi, j'ignorais qu'il y avait des pseudonymes d'ailleurs pendant la guerre 39-45. Kaki pour votre tante et Arnaud, je crois, pour votre père. C'est ça. Et nous, les enfants, parce que ce pseudo, il est resté tout le temps. Moi, elle s'appelle Jacqueline Fleury-Marié, mais moi, je l'ai toujours appelée Tante Kaki. Et c'est quelque chose qui est resté, je ne savais pas. Et j'ai appris à 30 ans ou 35 ans qu'effectivement, c'était son pseudo dans la résistance. Ouais. Et donc, vous parliez tout à l'heure des films que votre papa regardait des films de guerre, et que c'est un axe aussi, dans ce que j'avais lu en préparant, c'est que c'est par cet intermédiaire-là aussi que vous découvrez le cinéma, et notamment le film de Melville, L'Armée des Ombres. Absolument, ouais. Oui, encore une fois, mon père, encore une fois, n'en parlait pas, mais on regardait beaucoup de ces films-là. Et j'avoue que quand j'étais môme, je devais avoir 12 ou 13 ans, c'était le moment où ça m'a frappé. Avant, ça m'aurait pas concerné vraiment. Mais 12-13 ans déjà, j'avais été absolument fasciné par l'histoire, évidemment, qui est en plus une histoire vraie, qu'a vécu Melville lui-même. Et les acteurs, j'étais fasciné par les acteurs. Paul Meurice, qui se retrouvait une espèce de petit sauna au milieu de son grand salon dans son appartement du 17e, et qu'il avait ça parce qu'il y avait pas de charbon pour chauffer, et que c'était le seul moyen qu'il trouvait d'avoir un endroit où avoir chaud, parce que c'était un tout petit endroit. Et tout ça, l'évasion de Ventura à la fin, quand ils étaient dans ce long couloir et qu'ils devaient être fusillés, et cette voix qui dit tout le temps, mais tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Puis voilà, il y a une corde tout d'un coup qui tombe et puis il finit par sortir. Moi, môme, ça m'avait complètement bouleversé. Et la scène finale où ils vont exécuter, les résistants exécutent eux-mêmes Simone Signoret, il y a ces regards que Melville a créés entre Meurice, il y avait Barbier aussi qui était à côté, puis je ne sais quel troisième acteur, et le regard de Simone Signoret
qui comprend pourquoi il la tue, tout simplement parce que il savait que sa fille ayant été enlevée par les Allemands, ils allaient la torturer, faire un chantage avec ça. Donc ils ont compris quelque part c'était pour la soulager. Mais après, avec l'âge, si vous voulez, je me suis interrogé sur la faculté d'un metteur en scène à créer de l'émotion et surtout à nous transmettre quelque chose simplement avec la caméra au bon endroit et avec des regards au bon moment et les bons regards. Donc, si vous voulez, tout ça mélangé, oui, je pense que ça a été très, très, très fondateur sur le fait d'avoir envie de, quelque part, de rentrer dans l'écran pour devenir un peu naïvement de ces personnages-là. Et comment vous êtes passé du désir d'enfant de jouer et voilà du jeu d'enfant au jeu d'acteur? Vous êtes passé, enfin, au niveau de la formation, par 2 cours, le cours Girard et l'autre terme, à chaque fois j'oublie. Voudinas. Et voilà. l'autre, Il vient de l'acteur studio, c'est ça? Oui, Andreas Voudinas, c'était des acteurs français comme Delphine Seyrig, des gens comme ça, qu'il avait fait venir parce qu'ils étaient en manque et ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'acteur studio en France, donc ils l'ont fait venir de l'acteur studio. Et alors c'était deux manières comment dirais-je, d'apprendre le métier qui était complètement différent et c'était intéressant. Et c'était beaucoup plus jeune. Raymond Girard, qui était prof au conservatoire, j'avais 19 ans, je crois. Voudinas, c'était plus tard. Et c'était bien de l'avoir eu plus tard, parce que plus tôt, j'aurais peut-être pas compris. Ça veut dire que vous avez fait le cours Girard, après les Baladins, et ensuite, après, vous avez... Ouais, c'est ça. Au cours Raymond Girard, on a rencontré j'ai rencontré des amis, enfin d'autres acteurs qui sont devenus des amis. Et puis parmi eux, il y en avait un qui avait une maison entre Bordeaux et Toulouse. Je vous passe les détails. Et dans un petit village de 1100 habitants. Et on y a monté un festival. Et puis de festival en festival, on a fini par s'y installer. Et puis on y a créé une troupe, donc avec des gens comme Muriel Robin, comme Élie Semoun, comme Nicolas Briançon et bien d'autres, Christophe Malavoie et bien d'autres. On a brassé énormément de monde. Alors au début, on faisait beaucoup de spectacles avec quelques spectateurs. Et puis au fur et à mesure, on a fait de moins en moins de spectacles avec beaucoup plus de spectateurs. Mais on pouvait faire un festival d'été avec 11 ou 12 spectacles. Et on était 15 ou 20 acteurs. J'ai fait un petit montage d'archives, mais je pense que vous les connaissez, les images. Alors, il est un peu grossier, mon montage. Je l'ai refait ce matin, parce qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin bref, et donc, j'ai 3 minutes d'archives. Et donc, avec un montage un peu, un peu saccadé. Allez-y. Dans un petit village du Lot-et-Garonne, à Montclar, très exactement, où une troupe de comédiens a gagné un pari. Profitant de la plus longue nuit de l'année, vous savez, celle du 21 au 22 décembre, ces comédiens ont joué sans interruption 40 pièces. Une sorte de 6 jours du théâtre, comme il en existe dans le cyclisme. Reportage de Pascal Deschamps et Claude Sicard. Pour les Baladins en Agenais, c'était le début du plus incongru des marathons. 16 heures de théâtre sans interruption. Une quarantaine de représentations au total. Une grande première tentée par une jeune troupe qui ne manque pas de souffle. Fallait-il qu'il soit un peu fou, Roger Louret, pour revenir au pays, sitôt ses classes théâtrales accomplies, et installer sa troupe dans l'arrière-salle d'un café. 60 places prises d'assaut depuis 10 ans par les habitants de la région. Là, Molière, Obaldia, Pirandello, mais aussi La Biche, Bossuet ou Léautier. Mais alors c'est pratique, c'est juste à côté de chez mon coiffeur. Le rideau n'était pas levé, mais déjà, c'était ravissant. 28 auteurs, joués et rejoués dans 4 lieux différents, dont un chapiteau loué pour l'occasion et qui n'ont pas des amplis de la nuit. Tu pleures. Mais pour moi, au départ, ça représentait complètement... J'avais 18 ans ou 19 ans. C'était en fait ma première expérience de théâtre. Et c'était la première fois sûrement que je montais sur un plateau. Et de venir l'été comme ça ici, c'était une expérience amusante. Mais au départ, je ne pensais pas du tout que ça allait continuer, reproduire ça. Non, pas du tout. L'année a fait que les liens se sont resserrés entre les uns et les autres. Et puis qu'on a été un petit groupe. Et puis on a démarré à combien? À 7. Oui, le premier hiver, on était 7. L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. 5 capucins portaient sur leur sein le sein du Saint-Père.
Tous les oiseaux d'Aquitaine s'y donnent rendez-vous par-dessus la plaine du Lot et les pruniers en fleurs à perte de vue. Mais la population vieillit, les jeunes ont déserté la campagne environnante et Montclar d'Agenais, antique bastide libre d'Alphonse de Poitiers, découvre au dernier recensement qu'elle n'est plus qu'un gros bourg de 972 habitants. Alors, au-delà du problème économique, la chance de Montclar, c'est peut-être ces comédiens du festival en Agenais venus s'installer ici depuis quelques mois. En forme? Non, pas du tout. Bon, première, le bras 1 et 2. Dégagé devant, 5e plié. Seconde, 5e plié. Grand plié. Relevé. Bras couronne. Posé. Alors dites-moi, pour un comédien en plein travail comme vous l'êtes, vous avez fait du mime, vous avez fait l'école du geste, vous avez fait beaucoup de travail dramatique, est-ce que c'est pas un peu l'enterrement de première classe? Au contraire, non, parce qu'ici, on a le temps de faire les choses, on a le temps de les approfondir. En plus, on est une troupe de comédiens et à la campagne, une troupe d'amis, beaucoup plus, parce qu'on se voit tous les jours. On vit pour le théâtre, finalement. Oui. Le soir, on pense théâtre, le matin, en se levant, on pense théâtre. On pense théâtre toute la journée et on a beaucoup plus l'occasion de travailler en profondeur et de faire du travail beaucoup plus serré et beaucoup plus intéressant. Voilà pour cette petite archive. Ah, voilà. Ouais, ben, bravo. Je ne sais pas où vous avez retrouvé tout ça, mais alors pour moi, c'est très émouvant parce que vous avez 20 ans, 22 ans. Et, mais tout ce que vous avez là, je l'avais jamais revu. Ah oui? Oui, je ne sais plus, il y a une fois sur C'est à vous, je ne sais plus où, France 5, qui a ressorti un truc, mais et là, tout ce que vous avez trouvé ça où? Sur Internet? J'ai trouvé ça, j'ai un peu cherché, j'ai un peu fouillé. Donc j'ai trouvé ça sur l'INA notamment, et puis après j'ai trouvé plein de choses en fait sur les baladins, et au fur et à mesure à force de visionner, je suis tombée sur des petites séquences. Mais je trouve que Pardon? Oui, non, mais vous parlez de poésie. Pour moi, c'est extrêmement poétique, ça. Oui. Pourquoi? Parce que c'est de la jeunesse. C'est comment dirais-je? C'est des élans de passion et de foi de jeunes. On se rendait compte de rien, on savait rien, on n'avait rien compris. Mais c'est pas grave. On voulait faire quelque chose et puis on avait cette espèce d'amour du théâtre. Et de la rencontre avec les autres. La poésie, c'est quoi? C'est de l'émotion. Oui. Et finalement, tout ça n'était basé que sur l'émotion. Donc moi-même, en voyant ça, c'est vrai que ça m'émeut beaucoup. Mais encore une fois, ça n'était au bout du compte, cette histoire, que de la poésie. J'ai l'impression de l'émotion, puis une question aussi d'amitié et de rapport au théâtre et au jeu. Et j'ai l'impression que ce rapport au théâtre, vous êtes, enfin, il y a la question de jeu, vous êtes toujours sur cet angle-là, quoi, faire du théâtre, jouer, et que peut-être le mot d'ordre dans tous les cas, ce qui vous anime vous, j'ai l'impression que c'est le jeu avant tout. Enfin. Oui, bien sûr, il y a que ça. Oui, bien sûr. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une fuite, hein, que la réalité finalement c'est pas m'ennuie, mais que peut-être une difficulté à vivre la réalité telle qu'elle est. Et comment dirais-je, le subterfuge que m'apporte le jeu me permet éventuellement de traverser cette réalité de façon moins dramatique. C'est une espèce de distanciation permanente qui permet effectivement, et puis de comprendre aussi mieux quelque part la vie. Parce que quand on a à la jouer, quand on a à jouer à des personnages ou des situations, il est préférable, avant de les jouer, d'avoir compris. Ou en tout cas, d'avoir tenté de comprendre à sa manière comment les gens ont fonctionné, comment ça s'est passé, pourquoi ils ont ces émotions-là, pourquoi ils fonctionnent de cette manière-là. Donc le jeu, c'est un outil quelque part, peut-être, pour comprendre la réalité. Et c'est peut-être un rapport aussi à la temporalité avec essentiel. Essentiel. Ah, bah, vous parlez du jeu, Brooke en parle très bien. Mais justement. Bah, oui. Alors voilà, c'est l'espace vide hein, que vous avez, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et où il termine en disant jouer est un jeu. Oui. Jouer est un jeu. C'est-à-dire cette espèce de retour à l'enfance, bien entendu, mais où jouer aussi ramène à une sensation, une vérité du présent. C'est-à-dire amène
pouvoir jouer, avoir un échange vrai dans le jeu, c'est ramener ramener le vécu à l'instant présent. Et dans la vie, c'est quelque chose de compliqué que de vivre au présent. Alors, le jeu est un outil pour le vivre, ce présent. C'est important de le vivre au présent, de ne pas toujours être ou sur le passé ou sur une projection dans l'avenir. C'est bien de se projeter dans l'avenir. Pardon. Mais vivre la vie au présent, c'est quand même essentiel. Et le jeu est en tout cas pour moi, est un outil pour y parvenir. Et justement, sur ce temps-là, au niveau du jeu, ça me fait penser à Olivier Cadiot qui parle justement de cette double temporalité, le fait de remettre les choses à la bonne place sur la même temporalité. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, il a été beaucoup mis en scène par Ludovic Lagarde en Avignon. Ouais, enfin bref, c'est un super. Très bien, ouais. Super auteur. Je fais une petite parenthèse juste pour présenter mince, j'ai du mal aujourd'hui. Une édition en fait qui est portée par. J'ai perdu son nom. Ouais, c'est pas grave. Donc Canudo et le cinéma. Vraiment des petits livres assez géniaux. Si quelqu'un dans le chat peut m'aider éventuellement, Topor et le cinéma. Ouais. Et j'ai Buñuel. Ouais. Et bon, il y en a plein qui sont proposés et publiés. Et donc, ça me permet de faire un petit lien vers Abel Gans et Duvivier pour parler d'Harry Bor, qui est un comédien que vous aimez bien. Alors, je crois qu'il y en a plusieurs, hein, mais Harry Bor, vous citez souvent Harry Bor et Jerry Lewis. Ouais. Et donc, l'un, j'ai l'impression, est plutôt sur un axe dramatique. Là, j'ai revu Le Golem, que j'avais vu il y a quelques années, que j'avais complètement oublié. Et j'ai vu l'excellent Abel Gans. D'Abel Gans, moi, je connaissais La Roue et je connaissais le Napoléon. Et c'était tout. Et c'est un cinéma quand même qui est extrêmement poétique. Il y a une scène notamment dans Un grand amour de Beethoven. Le titre, je l'écorche peut-être, mais il y a une scène où il perd l'audition et qui est assez poétique. Ça m'a fait penser à Jean Vigo aussi, à l'Atalante. Bien sûr. Avec voilà. Et donc j'aurais voulu savoir comment vous aviez, quel est le film qui vous a peut-être le plus marqué, peut-être avec Harry Bor et. Il n'y en a pas en particulier. Bon, évidemment, vous citez le Golem. Vu la mort d'Harry Bor, encore une fois, sans rentrer dans le détail de ça, mais il avait été travaillé pour les Allemands pendant la guerre à la Continentale en 41, je crois. En 42, et il est revenu. Et quand il est revenu, Goebbels a eu quelques échos des uns ou des autres prétendant qu'il était juif. Enfin, qu'il l'ait été ou pas, c'était pas le problème. Mais s'il avait pu aller à la Continentale, travailler avec les Allemands, pensait-il les Allemands qu'ils ne l'étaient pas. Et là, tout d'un coup, il avait des échos comme quoi il l'était. Ils sont allés l'arrêter. Et il a fait 6 mois, entre autres, de prison et ils l'ont sérieusement secoué pour finalement en conclure qu'il n'était pas juif et sa femme l'était. 6 mois après, il est revenu, il avait perdu 30 kilos, il est mort. 4 ou 5 mois après. Alors évidemment, le lien avec le Golem, où le sujet est principalement celui-là, avait quelque chose pour moi d'extrêmement émouvant. Vous prenez cette référence-là. Mais au-delà de ça, Harry Bor, moi, quand j'étais môme, et je ne savais pas pourquoi, c'était un acteur dont le jeu, très particulier, très vrai, extraordinairement vrai, des films déjà dans les années 20, c'était un acteur exceptionnellement vrai. L'acteur studio, etc., n'était pas passé par là. Et lui, il était d'une vérité confondante. Et môme, ce type me fascinait complètement. Alors, vous prenez Jerry Lewis de l'autre côté, là, c'est 180 degrés. Oui. Justement, je trouvais ça assez extraordinaire. D'un autre côté, il y avait cet acteur tellement vrai, tellement juste, qui comprenait qu'une caméra, ça filme la pensée, et que c'est pas la peine de jouer, de surjouer, en tout cas. Et tout passait, c'était un acteur pour moi bouleversant. Et de l'autre côté, il y avait Jerry Lewis qui, alors lui, en faisait des tonnes, espèce de folie et de drôlerie absolument extraordinaire. Et moi, encore une fois, sans savoir à l'époque que je voulais être acteur, ces deux acteurs-là me fascinaient complètement.
Et il continue à me fasciner. Hein. Quand je les revois, quand je revois des films avec Bor ou avec Jerry Lewis, ça continue à me fasciner complètement. Jerry Lewis, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un, comment dirais-je, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est énorme d'oser faire des choses pareilles. Et de la même manière, Harry Bor, oser être vrai comme il était vrai, c'était des leçons d'émotions absolument extraordinaires. Donc c'est vrai que j'ai toujours gardé ces deux acteurs dans ma poche. Mais bon, il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'était ceux-là qui, quand j'étais môme, je ne savais pas pourquoi, me fascinaient. Après, j'ai compris. Mais sur les références pour les films, d'abord en plus moi je les oublie, et j'oublie toujours les noms, les références, etc. Il faut que je voie quelques images ou quelques extraits pour me replonger dedans et puis ah oui bien sûr c'est ça. Mais donc je les ai pas, mais sur ces deux, en tout cas sur Harry Bor, je crois que dans tous les films que j'ai vus de lui, à chaque fois ce type me fascinait complètement. Et encore une fois, il y avait ce lien évidemment avec la guerre et cette mort catastrophique, dramatique de ce type, tellement bête, cette mort, la bêtise immonde. Et évidemment, ça se rapprochait aussi peut-être quelque part de l'histoire de ma famille. Moi, mes grands-parents, ma tante, finalement sont revenus. Le grand-père pesait 32 kilos et mon père l'a pas reconnu quand il est allé le chercher à l'hôpital. Mais peut-être que tout ça a été lié, moi, dans mes émotions d'enfant, enfin de jeune homme. J'ai le nom de la personne en charge de la collection, c'est Carole Orouet. Merci Jean-Marc Flahault. Jean-Marc Flahault, il est poète et il a écrit un livre avec Frédéric Audard qui s'appelle Jean-Marc, tu vois, ce matin, j'y arrive pas. Hein. Cinéma et... Mais bienvenue au club, parce que ça me rassure. Parce qu'alors moi, c'est terrible ça. Évidemment, plus on vieillit, plus ça devient compliqué. Alors, voilà. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est comme ça. Je m'en souviendrai tout à l'heure ou plus. C'est pas grave. Et sur le jeu, j'avais j'avais envie de partir de la citation du coup de l'espace vide. Dans la vie quotidienne, l'expression comme si est une fonction grammaticale. Au théâtre, comme si est une expérience. Dans la vie quotidienne, comme si est une évasion. Au théâtre, comme si est la vérité. Quand nous sommes convaincus de cette vérité, alors le théâtre et la vie ne font qu'un. C'est un noble objectif. Cela semble difficile. Jouer sur une scène demande un gros effort, mais quand le travail est vécu comme un jeu, alors ce n'est plus du travail. Jouer est un jeu. Et ça, c'est ce que vous rappelez régulièrement, c'est que pour vous, jouer, ce n'est pas du travail. Enfin, j'espère que je ne trahis pas votre pensée, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Mais j'aimerais bien quand même savoir comment vous abordez les rôles. Vous avez une palette, je trouve, assez large. Vous pouvez jouer dans des comédies. Là, en ce moment, vous êtes donc à l'affiche de 2 films. 30 jours max, je crois, et de Tarek Boudali. Tarek Boudali. À une lettre près, c'était bon. Ouais, c'est pas grave. et Adieu les cons. Et après, vous avez joué dans des courts-métrages aussi, mais il y a un court-métrage que j'ai trouvé fantastique, Des éclats de verre, qui était Grand Prix du jury et Prix du public au Sundance en 2013. Et donc, vous avez vraiment une palette assez large entre le doublage que vous faites depuis pas mal de temps, sur plein de supports différents, films, dessins animés ou autres, et puis après le théâtre et le cinéma. Et donc, j'aurais voulu savoir comment on aborde des rôles si différents. Voilà. Est-ce que vous avez une manière de travailler vos rôles ou est-ce que c'est à chaque fois différent? Enfin, il y a 2 choses dans votre question. Pour ce qui est de la diversité moi, je fais du théâtre, je fais du cinéma, je fais de la télé, je fais du doublage, je fais de la radio, je fais des choses comme ça. Moi, faire toujours la même chose, ça m'emmerde. Donc, toujours le même support, ça me lasse, en fait. Et donc, plus c'est différent et plus ça m'amuse. Mais tout ça a un point commun, qu'on le veuille ou non, c'est le jeu, parce que à chaque fois, on s'empare d'un personnage pour interpréter quelque chose. Donc, au doublage, c'est du jeu. Quand vous lisez un texte, quand vous interprétez un personnage que vous lisez simplement à la radio, c'est du jeu. Au cinéma, c'est du jeu. Au théâtre, c'est du jeu. Donc, tout ça, c'est du jeu. Comment je l'aborde Pardon. Assez basiquement, en fait. Mais moi, je répète inlassablement.
Là, je suis en train de travailler enfin, une télé et deux films que je vais tourner cet été. Donc, je suis en plein à travailler tous les jours 2, 3, 4 heures sur le texte. Pour arriver à ces moments dont parle Brooke, où on fait comme si, et où on arrive à arrêter le temps et à avoir une vraie communication avec, même avec la caméra ou avec le public quand c'est au théâtre, ça n'est possible que si vous êtes totalement libre, libre de votre jeu, si vous pensez pas au texte, si le texte il vient tout seul, il s'impose à vous, et pas si vous allez le chercher. Et ça demande en amont beaucoup de travail. Donc moi, je travaille beaucoup. J'ennuie ma femme des heures entières, des journées entières à travailler avec elle pour qu'au moment où on va tourner les scènes à la télévision ou au cinéma, ou quand on va répéter, on n'ait plus qu'un seul souci, c'est l'échange avec l'autre et se laisser surprendre. Et on peut se laisser surprendre tous les soirs au théâtre. C'est pas parce qu'on répète la même chose qu'on ne se surprend pas. Et l'intérêt, justement, c'est d'être tellement libre qu'on va se surprendre. Et c'est ça qui va toucher le public. C'est ça qui va faire que tout d'un coup, on va avoir la sensation du présent, de l'émotion de l'instant et d'une vraie communication avec l'autre. Il n'y a que ça qui compte. Et à la caméra, c'est la même chose. Ce que la caméra perçoit, c'est cet instant de présent et d'échange un peu exceptionnel. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais encore une fois, ça demande beaucoup de travail. Vous savez, il y avait toujours l'impro de Chaplin sur les petits pains. Et beaucoup de gens disaient oh, dites donc, votre improvisation sur les petits pains, c'était comme ça. Et Chaplin répondait toujours, c'est pas de l'improvisation. L'improvisation, s'il y en avait, elle était avant, dans le travail. Elle n'était pas au moment où on a tourné. Et pour moi, dans le travail que je fais, c'est une règle. C'est que on n'improvise pas, on travaille avant. Les gens qui prétendent qu'ils improvisent comme ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est quasiment une chorégraphie. Enfin, dans Adieu les cons, j'ai eu l'impression que parfois c'était une véritable chorégraphie de déplacement. Bien sûr. Ben là, on a l'exigence d'Albert Dupontel derrière. Et, avec lui, on travaille particulièrement, nous, avec les acteurs. On répète beaucoup avec Albert Dupontel. Et au-delà de la répétition avec les acteurs, Albert est un type qui approfondit son travail au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc là non plus, il ne doit pas y avoir de surprise, il ne doit pas y avoir d'improvisation au moment où on enregistre. Toutes les improvisations sont faites éventuellement avant pour tester des choses. Mais au moment où on tourne, il n'y en a pas. Il n'y a que cette volonté de créer ce moment c'est pas de l'improvisation, c'est ce moment d'éphémère, ce moment éphémère d'échange, de communication, et de poésie en fait. Le propos même d'Adieu les cons est pour moi éminemment poétique. Ah, c'est sûr, oui. C'est une quête d'amour, et je trouve qu'il y a plein de symboles. Enfin, je suis retournée le voir hier parce que je voulais l'avoir davantage en tête. Et un élément qui m'avait pas frappé lors de la première projection, c'était l'importance des couleurs. Le jaune et le rouge, qui sont les deux couleurs qui dominent. On retrouve d'ailleurs des motifs dans le film qui se répètent. Il y a le petit cœur sur le cou de Virginie Efira, moi que j'avais pas vu sur la première projection. Et je me suis demandé hier s'il y avait pas une symbolique aussi au niveau des chiffres. Il y a des chiffres qui reviennent très très régulièrement. Enfin bref, mais en tous les cas avec des oui, avec Albert, les références, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a rien. Non, il n'y a rien de hasardeux. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Tous les noms même des acteurs ont une référence pour Albert. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose qui vous paraisse être des symboles de quelque chose. Cherchez un peu et à mon avis, vous allez trouver une signification. Vous m'offrez une transition. J'allais parler justement de votre personnage, Monsieur Blin, que vous incarnez à l'écran,
qui pour moi c'est une référence. Je pense qu'il y a une double référence au Monty Python, ça c'est, je pense, évident. Le film, il est dédié à Terry Jones. Il y a un caméo de Terry Gilliam aussi que l'on voit à un moment dans le film. Et pour moi, dans ce film-là, il y a vraiment des liens avec Brésil. Et votre personnage, je dirais que c'est blind en anglais, ça veut dire aveugle. Et donc voilà, je m'étais dit qu'il y avait peut-être un petit clin d'œil, sans faire de mauvais jeu de mots, à l'univers des Monty Python. Et j'aurais aimé d'ailleurs... Oui, pardon. Oui, non, je vous en prie. Non, mais les références d'Albert, il le dit tout le temps, hein, des Monty Python et de Terry Gilliam en particulier, et de Brésil en particulier. Albert cite toujours Brésil. Pour lui, c'est une référence. C'est quelque chose qui, lui, quand il était môme, enfin quand il avait 17-18 ans, l'âge d'aller au cinéma et de comprendre, Brésil, il l'a vu, je sais pas, il l'a vu 50 fois. Et au cinéma, il allait le voir, puis il revenait sur la séance d'après. Oui, c'est vraiment, pour lui, c'est un film fondateur, incontestablement. Et puis en plus, après, il y a une amitié qui s'est développée avec Terry Gilliam. Ils ont même fait, Albert a même fait un documentaire. Vous savez, Terry Gilliam faisait beaucoup de stories, c'est un dessinateur hors pair. Il a une faculté là, très, très exceptionnelle de faire des stories et de dessiner. Et avec Albert, Albert l'interrogeait, alors c'est en anglais, mais l'interrogeait sur une planche en glace, sur une glace. Et le deal, c'était que Terry Gilliam dessinait les sensations et ce qu'il ressentait pendant leur conversation à tous les deux. Et la caméra arrivait en permanence sur ce que Terry Gilliam était en train de dessiner. C'est un moment très, très émouvant. Et en plus, Terry Gilliam raconte ses aventures cinématographiques, et Dieu sait si elles sont nombreuses et assez exceptionnelles. Donc effectivement, les Monty Python, c'est une référence permanente pour Albert. Donc que vous retrouviez éventuellement dans ces films des choses qui vous font penser aux œuvres des Monty Python, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Vous avez bien vu. Hein. Petite question technique. La scène de la voiture où vous conduisez, qui m'a fait mourir de rire. Comment est-ce qu'elle a été tournée, cette scène? Enfin voilà, c'était. Alors la scène, elle a été tournée. Alors, il y a beaucoup de trucage dans le film, parce que l'esplanade, par exemple, de la Défense, on n'était pas à la Défense, c'était ingérable. Tout ça a été tourné en studio avec des fonds verts, enfin qui en fait c'était des fonds bleus, et donc tout a été rajouté après à la palette graphique. Pour cette scène-là, on était dans une voiture arrêtée en fond vert. Et tout, on mime le fait, on fait semblant de rouler, et on fait semblant de voir ce qu'on voit, ce que vous voyez à droite, à gauche, machin, etc. Mais là aussi, c'est difficile de faire ça sans répéter. On a beaucoup répété. C'est une fameuse scène 33 du film qui a été beaucoup répétée, à tel point qu'à un moment même, est tellement répété avec Albert, mais j'arrive assez souvent avec lui, mais bon, où je lui ai dit, écoute, non, prends quelqu'un d'autre, parce que je n'arriverai pas à faire ton truc. Et puis bon, tout s'est arrangé très vite. Mais oui, c'était une scène un peu compliquée. Mais au résultat, c'était très le trucage, l'esprit dans lequel c'est fait est intéressant, quoi. Le message qui est envoyé là-dessus était très intéressant. Et le doute, c'est quelque chose que vous arrivez facilement à dompter, ou est-ce que ça peut complètement vous paralyser enfin, voilà, Heureusement, ça ne va pas jusqu'à me paralyser. Ouais. Mais oui, c'est présent en permanence. C'est un emmerdement épouvantable, ce doute. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui peut-être pousse à travailler davantage, donc peut-être à progresser davantage. Parce que ne pas assez travailler, c'est cultiver ce doute. Parce que là, vous avez peur, vous dites, ça va être pire, je vais pas y arriver. Donc, travailler de manière à ne pas prendre le risque de ne pas y arriver. Jusqu'à maintenant, je touche du bois, je n'ai jamais fait de refus à l'obstacle. Hein. Mais il arrive, et encore à mon âge, d'avoir des peurs, des vraies peurs. Ouais. Les premiers jours pour moi de tournage, c'est un enfer.
comme une première au théâtre, c'est un enfer. Toujours ce passage dans le grand vide, dans l'inconnu, qui fait toujours très peur, mais ça, c'est un, comment dire, c'est un obstacle qui fait peur à tous les acteurs. Ça s'appelle le trac. Oui. J'imagine que vous l'avez vous aussi d'une certaine manière. Oui. Pas, la première fois que vous faites une émission à la radio, on l'a tous. Alors évidemment, les enjeux sont quelquefois plus importants pour certains, pour d'autres, mais peu importe. Mais je crois que moi, je connais pas d'acteurs qui n'ont pas le trac. Mais en poésie, je pense que pour une partie des poètes qui font quand même pas mal de lectures avec du public, je pense qu'il y a aussi, enfin, ce trac. Moi, je sais qu'avant les lectures que je peux faire, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie aussi. C'est-à-dire que Absolument, mais ça, alors tout ça, on apprend aussi à le travailler, c'est-à-dire à se servir de cette sensation qui commence à vous prendre, de manière à ce que justement elle ne soit pas paralysante et qu'au contraire, ce soit quelque chose qui vous booste. Mais quelquefois, ça peut être aussi un piège épouvantable parce que ça peut tellement vous booster que ça vous booste trop. Encore une fois, dans la recherche de la vérité du jeu, si vous êtes tellement boosté parce que vous voulez absolument y aller et profiter de l'adrénaline que vous apporte le trac, ça peut vous jouer des mauvais tours. Mais encore une fois, tout ça est une histoire de dosage, de gestion, de gestion en fait. Comme le jeu, même chose. Tout ça, les doses se gèrent. Par exemple, pour Adieu les cons, sur mon personnage à moi, qui est quand même le pendant de l'aspect, on va dire, dramatique quand même de l'histoire. Moi, je suis un peu la caution, on va remettre de la couleur dans tout ça et on va peut-être rire aussi. Et c'était très délicat avec Albert pour qu'on sache exactement où on mettait le curseur de l'expression de jeu. Parce que c'était compliqué. Enfin, compliqué. Il fallait faire très attention. Votre personnage, je trouve qu'il apporte vraiment de la lumière en fait à l'histoire et il permet aussi la réalisation et le fait d'atteindre aussi le bonheur et de trouver En fait, chaque personnage d'ailleurs trouve quelque chose dans l'histoire, quelque chose qui était cassé et qui se répare au fur et à mesure du film. Je veux pas trop en dire parce que il y a de façon à donner quand même l'envie d'aller voir le film, qui est une très très belle histoire, une quête d'amour. On pleure, on rit. Hier dans la salle, c'était assez génial. L'expérience collective au cinéma, elle est importante de pouvoir aller voir un film avec d'autres personnes, d'entendre les respirations, les rires, les pleurs aussi par moments. Vous savez, pour les acteurs, moi j'y vais toujours. Alors j'y suis pas encore allé là parce que j'attends que la jauge soit suffisante pour y aller. Et pour les acteurs qui ont participé à un film, c'est très émouvant d'aller se glisser dans une salle et y aller dans une salle pleine et où il y a du monde. Parce que là vous saisissez exactement et très curieusement, ça peut être la même sensation qu'au théâtre. Au théâtre, quand vous avez une salle qui réagit dans l'émotion ou dans le rire, c'est extrêmement émouvant. C'est une drogue, c'est redoutable. Et ben au cinéma, comme c'est après que vous n'êtes pas dedans, vous êtes en dehors, mais c'est un bonheur immense de voir les réactions dans une salle. Je me souviens, le précédent film avec Albert, c'était 9 mois ferme. Et dans 9 mois ferme, je faisais un avocat bègue. Il y avait toute une plaidoirie à un moment. C'était assez drôle, on s'amusait bien. Et même chose, quand vous êtes dans la salle et que vous avez les gens qui rient, mais qui rient franchement, comme on peut rire au théâtre, une espèce de vérité de rire, alors que c'est jamais que de l'image sèche, enfin quelque chose qui on n'est pas vivant, c'est de l'image. Et ben pour autant, ça fonctionne et ça fonctionne. La faculté d'imagination du public est quelque chose d'assez extraordinaire. Et sur les acteurs qui doutent, c'est bien de savoir qu'effectivement, l'humain a une faculté d'imagination, même sur quelque chose qui n'a rien de réel, qui est assez extraordinaire. C'est complètement embarqué. Ce 9 mois ferme, c'est vraiment génial. Cette plaidoirie, elle est extrêmement drôle. Vous faites un avocat bègue. Et donc, ceux qui ne l'ont pas vu... Mais vous avez souvent des personnages décalés chez Albert Dupontel. Oui, mais parce que lui-même... du médecin aussi dans Le Vilain, je crois. Oui, dans Le Vilain, oui. Mais parce que lui-même est... Alors, pour vos références sur les noms, etc., Trolos en grec, voilà. ça veut dire bègue, donc vous le saviez. Alors. Oui. Donc, si vous voulez,
Oui. Enfin, Albert lui-même, enfin, quand les gens qui le connaissent un peu et qui ont suivi les spectacles qu'il faisait, les one-man shows qu'il faisait quand il a commencé, ça dérapait grave. et c'est une forme d'expression, comme sans doute une pudeur d'Albert sur sa manière d'équilibrer ce qu'il expose aux autres. De faire déraper comme ça vers la comédie, mais la comédie quelquefois franchement burlesque. C'est sans doute une pudeur, et ce qui lui permet lui d'aller sans doute un peu moins dans le pathos, ou en tout cas de le retenir, son propre pathos. Je trouve que plus il avance dans son parcours et plus il y a cette justesse et cet équilibre qu'il trouve. Je pense que c'est pas pour rien que le film, là, je crois que le film est premier au box-office, je crois, quelque chose. Oui, il marche très bien, là. Depuis 3 semaines, il est le premier, Oui. Et vous allez tourner, je crois, prochainement avec les Baudins, s'il me semble. C'est ça? Je l'ai fait avec eux. Vous l'avez fait. Oui, c'est déjà fait. Leur film est bouclé. Je fais un tout petit truc avec eux. Je fais l'entrée du film avec eux. Mais c'est des copains et des types vachement sympas. Et leur film est très drôle, très amusant. Très émouvant aussi. Donc j'y suis allé avec beaucoup de plaisir. Alors je ne sais pas quand il a sorti. À mon avis, ça doit être. Enfin, vu là le grand foutoir dans lequel on est, à mon avis ils vont attendre quand même. À mon avis, ça va être pour le printemps prochain. Les dates ont l'air d'être pas mal bousculées parce que le film de Jeunet dans lequel vous faites une apparition, Big Bug, qui sera disponible sur Netflix. Ouais. Je crois qu'il n'est pas projeté dans les salles, en fait, ce film. Non. C'est une production Netflix. Donc, Netflix, en général, il n'y a pas de sortie. En fait, là aussi, c'est un film. Ça, vous savez, là, et le fait que. Moi, là aussi, c'est un tout petit truc, mais. Pour moi, ça n'existe pas, les tout petits trucs. On a des rencontres avec des acteurs, avec des metteurs en scène, avec des gens comme ça. Et vous pouvez y faire des rôles principaux, mais vous pouvez aussi y faire ce qu'on appelle des caméos. C'est-à-dire vous faites des tout petits trucs. Ça n'a pas d'importance, ça. Et c'est même rassurant quand les gens avec qui vous avez fait des choses importantes vous appellent et disent « Dis donc, Nicolas, j'ai un truc, est-ce que tu veux venir le faire ?» Ouais, avec joie. Dans 9 mois ferme, Jean Dujardin fait un traducteur de langue des signes. Il fait un numéro qui dure 45 secondes. Un numéro absolument extraordinaire. Et pour la petite histoire, il faut savoir quand même que donc Albert lui demande s'il est d'accord pour jouer ça. Lui dit oui tout de suite. Et donc évidemment, il lit le truc, le scénar, il regarde et il a travaillé tout seul chez lui. Alors, ça n'a rien à voir avec la langue des signes officielle, mais ça a été son filtre à lui. Mais ils n'ont pas travaillé avec Albert, pas du tout. Et Jean est arrivé le matin, l'après-midi, puisqu'en fait, il devait y passer 4 heures, un service normal de tournage. Et en fait, il y a eu une prise. Jean avait tellement travaillé tout ça qu'il a suffi de faire une prise. Comme quoi, quand on est un acteur de la dimension de Jean Dujardin, on peut aussi aller faire un tout petit truc et le faire d'une façon absolument extraordinaire, quoi. Là, on voit, ça n'était possible. Les gens qui connaissent Albert, qui connaissent 9 fois ferme, voient à quoi je fais référence. Il faut savoir qu'un truc aussi court, pour un acteur comme lui, demande, comme pour n'importe quel acteur, énormément de travail. Et c'est pas parce qu'on demande à un acteur de venir faire 45 secondes qu'il va faire ça par-dessus la jambe. Au contraire. Vous allez d'ailleurs tourner 99 francs avec Jean Dujardin. Vous faisiez un chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est un corps de métier que vous pratiquez souvent. Le chef d'entreprise gros con, je pratique beaucoup. On me demande beaucoup pour faire les gros cons. Et après, sur les rôles les réalisateurs avec lesquels vous aimeriez travailler, j'avais vu que Stéphane Bizet, par exemple, c'était un réalisateur. C'est un réalisateur. Donc vous aimez bien le. Pardon? Stéphane Brisé. Brisé, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Bizet, mais c'est pas grave. non, ou j'ai mal compris. Parce que non, c'est vrai. Non.
Oui, c'est un metteur en scène très atypique, je trouve, et qui filme des choses que peu de réalisateurs filment. Il filme une vérité dans les échanges. Le dernier que j'ai vu de lui, je crois que c'était Une vie. Il a fait une adaptation du roman de Maupassant, et j'ai trouvé ça absolument bouleversant. Non, le dernier, c'était peut-être Le Marché, avec Lindon. Lindon, oui. Oui, c'était Marché, ça s'appelle la loi du marché. La loi du marché. La loi du marché. Et là, quand on sait en plus que tout ça se passe dans l'entreprise, etc., et tous les syndicalistes, etc., il a tourné, je crois, du côté d'Agen, avec des gens qui ne sont pas des acteurs. Et alors là, tu dis chapeau, parce que vraiment, c'est très exceptionnel. Mais Mademoiselle Chambon, tous ces films-là, pour moi, c'est... il y a quelque chose de particulier, il y a une émotion. Ce type... comment dirais-je, place sa caméra et fait des choix d'optique qui sont qui portent quelque chose de plus des acteurs. Et ces histoires sont toujours des histoires très engagées. Et c'est un type avec qui j'aimerais, oui, beaucoup travailler. Je l'ai jamais rencontré, et je dis ça comme ça, mais non, ouais, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Après, sur le cadre réaliste et sur l'engagement, il y avait l'excellente série dans laquelle vous avez joué sur France 2, Les Hommes de l'ombre, je crois. Les Hommes de l'ombre. Les Hommes de l'ombre. Qui était vraiment très en lien avec le contexte politique. Enfin, moi, je trouvais que c'était plutôt bien vu, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que ça, on l'avait tourné, ça devait être impératif. Enfin, on en a tourné 3 séries. 3 fois, je sais plus. Oui, c'est ça. Il y a eu 3 séries de 6 épisodes, je crois, c'est ça. C'est ça. Et la dernière, la 3e saison, il fallait impérativement que ça arrive avant, au plus tard 6 mois, et il y avait les élections qui arrivaient. Donc c'est vrai qu'on était en plein dedans, et le sujet traité était tout à fait d'actualité. Oui, c'était avec Carole Bouquet, avec Bruno Volkovitch. C'était de beaux acteurs, tout ça. Ça, c'était un grand plaisir de télévision. Et l'heure passe à une vitesse folle. Est-ce que vous avez un conseil, un mot de la fin à nous dire? Je sais pas, mais vous, apparemment, si j'ai bien compris, le sujet principal, c'est la poésie. Oui, c'est la poésie. C'est vrai que je me suis un peu... non, mais attendez, juste, mais encore une fois, et c'est ça que je veux conclure, c'est qu'encore une fois, la poésie, elle est partout, chacun veut bien la chercher, ou en tout cas la trouver. Dans un échange entre 2 êtres, la poésie, elle peut être là en permanence. Dans la lecture, la poésie, elle peut être là en permanence. Elle n'est pas que dans Avilquier d'Hugo. Elle est pas que dans l'écriture. Elle est partout. Et c'est à chacun de savoir la trouver. À l'heure actuelle, en fait, le terme poésie, de toute façon, il n'a pas une définition, il en a plusieurs. Il y a ce très, très bon livre que j'ai commencé à lire, Un cinéma en quête de poésie, qui est vraiment génial et qui évoque, en fait, le rapport, justement, quelles sont les traces de la poésie dans les films? Eh bien, le rapport à l'image, le rapport à la durée, à la musique, au corps, et puis après à l'atmosphère qui fait aussi qu'on rentre dans le film, et dans l'histoire. Après, il y a plein de... Moi, je referai un temps sur les ciné-poèmes. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais en poésie, il y a plusieurs auteurs qui travaillent sur ce dispositif-là, que je ne saurais pas trop dater, mais je dirais années 70 à peu près. Mais avec des... Sur quel principe? On a souvent en fait de l'image, je vais en montrer un là dans quelques instants, de Lily Frick, qui a un très beau travail sur le noir. Et donc à l'heure actuelle, je pense que sur les ciné-poèmes, on en trouve vraiment de toutes sortes. Vous avez Armand le poète, où c'est plutôt des petites capsules un peu rigolotes avec des petits poèmes d'amour. Et après, il y avait des films assez expérimentaux aussi. Les films de Man Ray ou de gens comme ça, on est déjà sur un axe, un lien entre le cinéma et la poésie. Bien sûr. Je crois. Oui, tout à fait. Des petits messages dans le chat, voilà. Les gens vous remercient. Voilà.
Ben, merci à vous. Mais merci infiniment. On vous souhaite un bon dimanche. Et puis, vous voilà, aussi. si le cœur vous en dit, vous pouvez continuer à nous suivre. J'ai diffusé là juste après un ben, petit très bien. ciné-poème, enfin un grand ciné-poème de Lily Frick. Il suffit que je reste, moi, je ne touche à rien. C'est Oui, ça vous pouvez, oui. Ah ben, génial. Alors, je touche à rien et je regarde. Merci à vous. Fantastique. Et ben, merci beaucoup. Bon Je vous en dimanche à prie. vous. Vous Au aussi, à revoir. bientôt. Au revoir.